Cube Radio. Ici Mathieu Bock-Côté et bienvenue aux Idées mènent le monde. Nous chercherons à comprendre, à travers le regard des intellectuels québécois et européens, les grands débats qui façonnent notre monde. Une période comme celle que nous traversons actuellement favorise la remontée à la surface de peurs primitives que la civilisation a tendance à enfouir ou à reléguer dans le domaine de l'horreur ou de la science-fiction. On parle de pénurie, on parle de confinement, on parle de quarantaine, on parle de pandémie. Pour le dire de manière imagée, la mort rôde, invisible, silencieuse, terrifiante, et chacun est en droit de se sentir menacé. Un petit virus a jeté nos sociétés dans un grand effroi, et tous sentent que nous ne sommes pas à la veille de sortir de cette crise. Alors je me suis posé une question, est-ce que certains écrivains associés au monde de l'épouvante peuvent éclairer d'une manière ou d'une autre la situation présente? Et est-ce que Howard Philip Lovecraft simplement pour les intimes, l'un des plus célèbres d'entre eux, peut nous permettre de mieux comprendre ce que nous traversons? Je pose la question aujourd'hui au politologue et historien des idées Laurent Gaillard, qui connaît très bien son œuvre. Laurent Gaillard, bonjour. Bonjour et merci pour votre invitation. C'est un immense plaisir. Alors, d'abord, quelques questions pour histoire de bien se situer. Qui était Lovecraft? Pourriez-vous nous donner quelques éléments biographiques le concernant? Qui est ce personnage et à quoi est-il connu aujourd'hui dans le monde de la littérature? Eh bien, Lovecraft est un écrivain américain qui a déjà cette particularité qu'il est né et mort dans la même ville qui est la ville de Providence, dans l'État de Rhode Island, en Nouvelle-Angleterre. Donc il est né en 1890, il est mort en 1937. Il a cette autre particularité qu'il a une postérité que bien des écrivains peuvent lui envier. Par postérité, j'entends pas forcément l'influence qu'il a pu exercer, ce qui est l'apanage de beaucoup d'autres écrivains, mais le fait qu'il ait laissé un nombre incroyable de disciples qui ont tout simplement poursuivi son œuvre. L'œuvre de Lovecraft s'est poursuivie après sa mort en 1937 à travers les livres d'autres écrivains, de disciples qu'il a influencés et qui ont développé le mythe de Cthulhu. Et dernière particularité de Lovecraft, si on lit un petit peu sa biographie, on croirait voir une biographie qui est sortie de l'une de ses propres œuvres, puisque quelques éléments biographiques, le père de Lovecraft, qui était un représentant de commerce, a fait une crise de démence qui l'a envoyé à l'asile psychiatrique où il est mort en 1898, 8 ans après la naissance de Howard Phillips Lovecraft. La mère de Lovecraft va connaître le même sort 10 ans plus tard. Elle atterrit à l'asile psychiatrique où elle meurt en 1908 et Howard Phillips Lovecraft lui-même va terminer de la même façon en 1937, misérable, seul, et pour finir admis à l'asile psychiatrique où il trouvera la mort des suites d'un cancer qui n'a pas soigné puisqu'il est resté au moins les dernières années de sa vie dans un isolement le plus total, ce qui n'a pas été le cas dans toute sa vie, mais ce qui a concerné les dernières années de sa vie. Alors, Lovecraft, donc grand écrivain associé au monde de l'épouvante, grand écrivain associé au monde de l'horreur. Alors, si on cherchait à résumer, à décrire son imaginaire, en fait, comment pourrait-on le faire de la manière la plus adéquate? Quel est l'imaginaire Lovecraftien, disons ça comme ça? Alors, l'imaginaire Lovecraftien, c'est tout d'abord... alors, je vais reprendre les mots de Jacques Bergier, qui est d'ailleurs un autre écrivain qui est aussi un personnage de roman, mythomane, espion, chimiste et grand anthologiste de science-fiction qui a participé à la découverte de Lovecraft en France et dans tout l'espace francophone, et donc qui a décrit Lovecraft de la manière suivante en disant « ce n'est pas un écrivain fantastique, c'est un écrivain réaliste ». Alors, ça peut paraître surprenant puisque Lovecraft a créé un univers, il a créé tout simplement un univers, on peut le comparer un peu à Tolkien pour cela, sauf que, à la différence de Tolkien, Lovecraft a créé en plus une véritable cosmogonie peuplée de créatures extraterrestres antédiluviennes qui se sont installées sur Terre bien avant que l'humanité, des millions d'années avant que l'humanité n'y apparaisse, et qui nous entourent encore. Et l'imaginaire de Lovecraft, son monde imaginaire, est basé sur le développement des différents mythes attachés à cet univers peuplé de grands anciens, de créatures qui ont un statut quasiment divin, mais
nouvelle remarque, la religion n'a pas de place dans l'imaginaire de Lovecraft. Tout est expliqué par la science. Ces créatures qui peuvent s'apparenter à à des créatures divines quand on voit la puissance dont elles font preuve, sont des créatures extraterrestres. Tout est découvert par la science. Lovecraft est vraiment un écrivain d'une certaine manière on pourrait considérer comme matérialiste, même si il faut ajouter que dans l'écriture de Lovecraft, le rêve, l'onirisme prend une place très importante. Alors voilà, son imaginaire, c'est celui d'une humanité entourée de menaces indicibles, de civilisations qui précèdent l'humanité de millions d'années et dont la seule évocation peut rendre fou, de créatures terribles comme le célèbre Cthulhu. Une dernière chose, l'univers de Lovecraft, eh bien, c'est un univers aussi de fantastique, en quelque sorte régionaliste, si je puis dire, puisque j'ai dit tout à l'heure qu'il était né à Providence, en Nouvelle-Angleterre, mort à Providence, et tout le décorum de l'œuvre de Lovecraft est constitué par ces forêts impénétrables qui sont aussi les forêts de Nouvelle-Angleterre, ou qui pourraient être les forêts du Québec, comme j'ai moi-même pu m'en apercevoir en allant au Québec. Les forêts québécoises ont quelque chose d'extrêmement Lovecraftien. Si vous me permettez, je voudrais vous lire un tout petit extrait qui peut situer l'imaginaire de Lovecraft bien plus efficacement que je ne le fais actuellement. Alors cet extrait, ce sont les premières lignes de la nouvelle La couleur tombée du ciel, donc l'une des plus célèbres nouvelles de Lovecraft. L'essentiel de l'œuvre de Lovecraft est constitué de dizaines de nouvelles et aussi d'une correspondance extrêmement importante. Donc La couleur tombée du ciel commence par ces lignes. À l'ouest d'Arkham, alors je précise pour les non-connaisseurs de Lovecraft qu'Arkham est une des villes imaginaires que Lovecraft a situées en Nouvelle-Angleterre. À l'ouest d'Arkham s'étirent des collines farouches, séparées par des vallées plantées de bois profonds, dans lesquelles nulle hache n'a jamais pratiqué de trouée. On y trouve des gorges étroites et sombres, où les arbres s'inclinent étrangement, ou filtrent de minces ruisselets qui ne connaissent pas la lumière du soleil. Sur les pentes les moins abruptes se dressent de vieilles fermes dont les chaumières trapues, tapissées de mousse, méditent éternellement sur les antiques secrets de la Nouvelle-Angleterre, à l'abri des grandes corniches rocheuses. Toutes sont vides aujourd'hui. Les larges cheminées s'effritent peu à peu, et les parois recouvertes de bardeaux bombent dangereusement sous les toits en croupe. Voilà le décor planté, et dans ce décor qui est très souvent dans l'œuvre de Lovecraft, celui de la Nouvelle-Angleterre, des forêts du Massachusetts, du Maine, eh bien, peuvent se dérouler des drames aux dimensions cosmiques. Alors justement, c'est une chose assez intéressante, c'est-à-dire normalement on s'imagine l'horreur absolue dans un monde presque parallèle, un monde tout autre que le nôtre. Or, chez Lovecraft, l'horreur absolue, l'horreur cosmique, les forces des ténèbres, les forces du mal sont au cœur de l'univers le plus familier qui soit, la Nouvelle-Angleterre. Qu'est-ce que ça nous dit sur son univers et son œuvre? Donc à côté de chez lui, en fait. Tout à fait, c'est à côté de chez lui, c'est chez lui. Alors là, il faut revenir un petit peu à la biographie de Lovecraft, à ce qu'il a vécu aussi pour comprendre un petit peu quels éléments il replace dans son œuvre. Il y a une fascination chez Lovecraft pour ses propres origines familiales, celle de sa mère, Sarah Susan Phillips Lovecraft, dont la généalogie remonte jusqu'à l'époque de la colonisation de la baie du Massachusetts au XVIIe siècle. Et Lovecraft a toujours été fasciné par cette antiquité nord-américaine, en fait, du Massachusetts, de la Nouvelle-Angleterre et de sa propre famille. L'œuvre de Lovecraft est aussi en lien étroit avec sa propre biographie. Comme je le disais tout à l'heure, il a une biographie très romanesque, mais une vie qui n'a pas été très très gaie. Lovecraft connaît donc la mort de son père, de sa mère. Il est recueilli par un grand-père qu'il va adorer et qui va lui conter des fables gothiques, lui faire découvrir les Mille et une nuits, lui faire découvrir l'Iliade, l'Odyssée, mais ce grand-père qui va mourir subitement et laisser Lovecraft définitivement orphelin de père, de mère et de grand-père. Et la mort de ce grand-père va le plonger
dans une forme une véritable dépression de 1908 à 1913. Et ce qu'il y a de notable, c'est que dans la nouvelle, dans l'abîme du temps, par exemple, le personnage principal connaît une phase d'absence de 1908 à 1913, exactement les dates au cours desquelles Lovecraft a connu lui-même cette phase d'absence. Le personnage principal, lui, est envoyé dans une sorte de prison cosmique. Et la plupart des nouvelles de Lovecraft, enfin une partie d'entre elles, pas toutes, prennent pour cadre cette Nouvelle-Angleterre peuplée de forêts impénétrables, d'habitants étranges, de personnages inquiétants. Elle mêle des superstitions, on va dire, plus classiques. Il y a des histoires de sorciers, de sorcières, mais la superstition s'arrête là parce que le fantastique est toujours expliqué à un moment par la science, c'est-à-dire la présence d'entités extraterrestres, voire même Lovecraft était féru de science. Il avait créé dès l'âge de 8 ans une revue d'astronomie et il était lecteur, il connaissait, il avait lu Einstein, il s'était intéressé à la physique quantique et donc toutes les histoires fantastiques qu'il raconte et qui prennent pour cadre cette Nouvelle-Angleterre inquiétante qui est décrite dans la couleur tombée du ciel, eh bien, tous ces événements fantastiques ont pour explication les horreurs cosmiques que la science, si elle va trop loin, peut nous permettre de découvrir. Donc il y a toujours cette espèce de tension entre voilà quelque chose qui est absolument étranger à l'esprit humain, que l'esprit humain ne peut pas aborder, des horreurs cosmiques indicibles. L'indicible, c'est le nom d'une nouvelle de Lovecraft, et en même temps cette espèce de cadre beaucoup plus restreint en fait qui se situe en Nouvelle-Angleterre et qui peut même se restreindre à la ville de Providence où Lovecraft a passé ses premières années, puis est revenu pour vivre ses dernières années. Alors, au cœur du monde de Lovecraft, il y a l'horreur près de chez soi, l'horreur cosmique, l'horreur venue des temps les plus anciens, mais l'horreur qui ne s'explique pas en termes religieux, mais en termes scientifiques à certains égards. La raison pourrait percer ce mystère, mais il est trop effrayant et finalement on s'y refuse. On peut croire que quand on le lit, certains des commentateurs nous disent que dans l'univers de Lovecraft, les différents rituels au fil des temps ne sont rien d'autre que plongent dans cette vérité de l'horreur première, l'horreur originelle, disons cela comme ça. Cet univers d'horreur, donc, un peu qui pousse à la paranoïa, qui pousse, j'utilise le mot du jour, au confinement, c'est-à-dire nous sommes dans un petit lieu, pourtant des choses étranges y arrivent. Est-ce que cet univers peut, d'une manière ou d'une autre, nous permettre de jeter un regard particulier sur les peurs qui remontent et remonteront à la surface dans les prochains temps, dans le cadre de cette étrange période que nous vivons aujourd'hui? Alors oui, tout à fait, parce que je ne dirais pas que Lovecraft était un écrivain confiné, c'est souvent un peu le cliché qu'on lui appose. Il vit l'isolement au cours de sa vie, à plusieurs périodes de sa vie, et là, notamment la dernière période de sa vie où là, il vit un isolement quasiment total, mais un isolement qui est toutefois jusqu'à la fin de sa vie brisé par son énorme correspondance. C'est l'un des écrivains qui a entretenu la plus importante correspondance. Il a écrit presque une centaine de milliers de lettres, en fait, qui composent une très volumineuse correspondance. Mais s'il vit des périodes de confinement physique, ce n'est pas toujours le cas, puisque Lovecraft va se marier notamment avec Sonia Green, bon, mariage raté, mais qui le conduira à New York, dans le quartier de Brooklyn, qu'il associe à une forme d'échec littéraire, et quartier de Brooklyn surtout qu'il déteste, parce qu'il va lui inspirer d'autres nouvelles, qui va même pousser un certain nombre de commentateurs à taxer Lovecraft de racisme, parce qu'il décrit Brooklyn et ses habitants, et les Noirs de Brooklyn. On pense que finalement Lovecraft, dans certaines nouvelles, en fait, a associé, en fait, on a profité pour, passer des descriptions racistes. Alors quand on voit les descriptions que fait Lovecraft dans certaines nouvelles, on va dire de la population blanche américaine qui vit dans les tréfonds de la Nouvelle-Angleterre, on dit qu'il n'y a pas beaucoup d'égards pour quelques populations que ce soit. Si Lovecraft n'est pas un écrivain du confinement, donc il sort de chez lui. D'ailleurs, il a fait un séjour à Québec de 1930 jusqu'à 1932, je crois. Il en a tiré un livre qui s'appelle, il n'a pas été traduit en français, je crois, qui s'appelle To Quebec and the Stars, où il décrit la ville de Québec. Mais par contre, Lovecraft représente le confinement dans son œuvre à de nombreuses reprises, parce que nombre de ces personnages, eh bien, se retrouvent à un moment ou à un autre isolés, confinés, enfermés.
C'est le cas du personnage qui va découvrir la ville d'Innsmouth, qui se retrouve dans une petite ville de la côte de la Nouvelle-Angleterre, dont les habitants se livrent à des cultes innommables pour réveiller des entités encore plus innommables. Et le personnage principal va se retrouver à un moment enfermé, isolé. C'est le cas aussi de la famille qui est victime d'entités cosmiques dans La couleur tombée du ciel que je lisais tout à l'heure, qui se retrouve dans le plus parfait isolement dans leur ferme enfermée, entourée des hautes forêts de Nouvelle-Angleterre. C'est encore plus le cas du personnage de Dans l'abîme du temps, qui lui se retrouve carrément pendant 5 ans prisonnier d'un autre corps. J'en dis pas plus si les lecteurs veulent lire cette excellente nouvelle, et prisonnier d'une prison, on va dire, dimensionnelle. Et de manière générale, les personnages de Lovecraft, alors c'est encore plus le cas, je pense à une autre nouvelle, à Je suis d'ailleurs, où là vraiment on a un personnage principal qui vit dans la plus complète solitude, enfermé dans une sorte de château. On ne sait pas exactement où ça se trouve, mais il n'a aucun contact humain. Alors, où c'est intéressant, parce que ça nous dit aussi de la manière dont nous pouvons réagir en fait à cette situation de confinement, à l'isolement. En fait, Lovecraft imagine l'isolement pour ses personnages. En fait, ces personnages se retrouvent isolés parce qu'ils se retrouvent dans des situations qui sont proprement à un moment effroyables. Mais évidemment, l'isolement de certains des personnages de Lovecraft fait écho aux propres périodes d'isolement que lui a pu vivre. Et au cours de ces périodes, eh bien, Lovecraft s'est montré extrêmement prolixe, c'est-à-dire que pour lui, il le dit très clairement, le refuge dans ces périodes de sa vie, c'est l'imaginaire et c'est surtout le rêve. Je vous lis encore, si vous me permettez, un petit passage qui explique assez bien cette conception. Je disais tout à l'heure que Lovecraft était un écrivain matérialiste, mais un écrivain matérialiste, c'est pas le premier de ses paradoxes, qui laisse une large place au rêve. Alors, voilà quelques lignes qui sont au début de la nouvelle qui s'intitule « Par-delà le mur du sommeil ». Je vous les lis. Nous pouvons deviner que dans nos rêves, la vie et la matière, telles que nous les trouvons dans notre monde, ne sont pas nécessairement constantes. Que le temps et l'espace n'existent pas tels que nous les comprenons à l'état de veille. Parfois, je crois que la vie matérielle n'est pas notre vie véritable et que notre futile présence sur le globe terrestre est un simple phénomène secondaire ou virtuel. Voilà quelques lignes très importantes pour comprendre la manière dont l'imaginaire Lovecraftien fonctionne et la manière dont Lovecraft va trouver, à certains moments, quand son père meurt, sa mère décède, puis le grand-père qu'il adorait décède, également à la fin de sa vie qui est très dure. Donc, la manière dont Lovecraft va trouver, plus encore que dans l'imaginaire, dans le rêve, la ressource nécessaire pour mettre de côté, en quelque sorte, une vie qui finalement ne lui apporte pas tellement de satisfaction. Alors, cette dimension onirique est centrale, et dans les périodes de confinement, d'isolement que Lovecraft connaît, eh bien, il va, à mesure qu'il se trouve isolé, il va laisser plus de place encore à cet imaginaire onirique. Alors, toujours dans cet esprit, lorsqu'on peut élargir la notion de confinement chez Lovecraft, c'est-à-dire c'est toujours un environnement, donc si vous l'avez dit, c'est la Nouvelle-Angleterre, c'est Providence, c'est un tout petit milieu, donc c'est un sentiment peut-être je dirais presque cloîtré socialement. Comment les personnages chez Lovecraft réagissent-ils lorsque surgit l'horreur? C'est-à-dire lorsque la vie tranquille est troublée par le surgissement non pas d'événements désagréables au quotidien, mais le surgissement de l'horreur absolue dans leur existence. Comment réagissent les personnages Lovecraftiens? Alors c'est simple, ils deviennent fous. Dans la plupart des nouvelles de Lovecraft, il y a des mécanismes d'écriture chez Lovecraft qui reviennent souvent, et
un des types d'introduction qu'il affectionne, c'est le personnage principal écrivant, couchant sur le papier parce qu'il ne peut le dire, il préfère le coucher sur le papier, décrivant les événements auxquels il a été confronté et écrivant c'est d'une plume tremblante que je tente de relater les événements auxquels j'ai été confronté, ma main tremble et mon esprit est sur le point de s'effondrer. Dans la plupart des nouvelles, on retrouve souvent ce type de mécanisme. La plupart du temps, les personnages de Lovecraft qui sont confrontés en fait à ces horreurs cosmiques qui se manifestent par de divers moyens devant eux, qu'ils ne peuvent comprendre et ce qui va entraîner leur folie, eh bien, vont se réfugier. Ces personnages d'ailleurs se réfugient dans l'écriture. En fait, c'est assez notable. La plupart du temps, dans Par-delà le mur du sommeil, dans l'abîme du temps, dans l'appel de Cthulhu, on nous raconte, le personnage nous raconte ou tente de nous raconter à travers l'écriture ce qu'il ne peut dire, et l'écriture reste le médium en fait qui est privilégié chez les personnages de Lovecraft. Alors, il y a chez Lovecraft c'est un monde d'horreur, c'est un monde qui trouble la raison humaine, qui rend fou. Est-ce qu'il y a chez Lovecraft la possibilité d'une rédemption? Comment sort-on de l'horreur chez Lovecraft? Comment les personnages que j'avais évoqués par l'écriture, c'est-à-dire on finit par raconter par l'écrit ce qu'on ne parvient pas à dire, mais y a-t-il une place pour une forme de rédemption dans son œuvre? Alors pas de rédemption parce qu'il n'y a pas de bien et de mal. C'est-à-dire que l'horreur telle qu'elle est décrite chez Lovecraft, ou même elle n'est pas corrélée à des notions morales en fait. C'est-à-dire que l'horreur que décrit Lovecraft, c'est celle en fait d'être infiniment plus puissant que nous et plus ancien que nous, pour lesquels nous ne sommes pas plus que des insectes en fait. Quand il décrit alors voilà les différentes créatures du mythe de Cthulhu, il y a Cthulhu, évidemment, qui vit dans une cité enfouie sous l'océan et dont le réveil signifierait la fin de l'humanité, Azathoth qui règne au centre de l'univers. Donc il y a en fait des entités extrêmement puissantes qui ne sont d'ailleurs toujours évoquées qu'à demi en fait à l'occasion d'une des pérégrinations des protagonistes des nouvelles. Ce ne sont pas des êtres en fait qui sont moralement mauvais. Ce sont des êtres qui sont tout simplement si étrangers à l'humanité que l'humanité pourrait peut-être tout simplement pas supporter l'idée de leur existence. Tenez, je vous livre encore un petit extrait si vous me permettez encore, mais bien sûr. Il y a une nouvelle alors que j'affectionne tout particulièrement. On dit souvent qu'il faut commencer par le mythe de Cthulhu. Moi, j'avoue que ma nouvelle préférée de Lovecraft, c'est Les Montagnes hallucinées. Dans cette nouvelle, on trouve quasiment l'essentiel en fait de toute la cosmogonie Lovecraftienne, et deux personnages en fait vont se trouver faire partie d'une expédition ayant pour destination l'Antarctique, où ils vont découvrir les traces d'une civilisation bien plus ancienne que l'humanité. À noter que les personnages Lovecraftiens sont très souvent des journalistes, des universitaires ou des archéologues. Alors je vous lis là encore quelques lignes. Ils découvrent la cité. L'effet de ce monstrueux spectacle était indescriptible, car quelques diaboliques violations des lois naturelles semblaient évidentes au départ. Ici, sur un haut plateau follement ancien d'au moins 20 000 pieds d'altitude, et dans un climat radicalement inhabitable depuis une époque préhumaine remontant au moins à 500 000 ans, s'étendait presque à perte de vue un enchevêtrement méthodique de pierres que seule une réaction mentale désespérée d'autodéfense eût attribué à une origine autre que consciente et artificielle. Alors là où cette nouvelle est passionnante, Les Montagnes hallucinées, c'est qu'on découvre une civilisation beaucoup plus ancienne que l'humanité, et on découvre que cette civilisation elle-même a été victime d'autres êtres encore plus puissants. Donc il n'y a pas en fait chez Lovecraft d'échappatoire, il n'y a pas moyen de s'échapper de cette situation. Finalement, les seuls échappatoires, c'est la folie, ou alors c'est le fait de nier en fait ces choses et de les fuir en fait. Il n'y a pas de rédemption possible puisqu'elles n'ont pas de caractère non plus, disons, religieux ou moral. Alors, vous l'avez évoqué brièvement. Imaginons un jeune lecteur tenté par l'univers de Lovecraft et qui veut s'y lancer, qui veut découvrir ce continent littéraire, disons ça ici. Par quel conseil de lecture lui donneriez-vous? Par quel ouvrage commencer chez Lovecraft? Et quelle piste suivre pour être capable de bien s'orienter, de ne pas être complètement désarçonné par cet univers qui nous sort de nos repères habituels?
l'œuvre de Lovecraft est tellement abondante que on peut presque commencer par, on peut l'aborder par quasiment n'importe quelle nouvelle en fait. Souvent on parle, la plus connue, ça reste l'appel de Cthulhu, la nouvelle l'appel de Cthulhu, d'ailleurs qui commence par ces quelques lignes. Nous vivons sur une île de placide ignorance au sein des noirs océans de l'infini et nous n'avons pas été destinés à de longs voyages. Voilà comment l'appel de Cthulhu. Mais moi, j'avoue que ma nouvelle préférée, ça reste celle dont je vous ai lu un extrait, Les montagnes hallucinées. Mais pour les spécialistes, il y a trois phases. Il y a les histoires macabres, en fait, qui sont pas tout à fait liées aux mythes, qui développent pas encore ces mythes cosmiques d'êtres surnaturels. Il y a des histoires, des quêtes oniriques, qui sont pas forcément complètement des histoires effrayantes, mais qui racontent justement, en fait, la visite de cités oniriques, de voyages en rêve. Et puis, il y a toutes les nouvelles qui appartiennent au mythe de Cthulhu, c'est-à-dire qui développent voilà toute la cosmogonie, toutes les mythologies, ou qui détaillent les différents êtres en fait qui vont interagir avec les héros de Lovecraft. Alors moi, j'avoue qu'il y a quelques nouvelles qui me tiennent particulièrement à cœur. La Maison de la Sorcière, je me rappelle, m'avait terrorisé la première fois que je l'avais lu. L'affaire Charles Dexter Ward aussi est absolument fantastique. Les montagnes hallucinées. Ma préférée reste peut-être la couleur tombée du ciel parce que c'est celle où justement d'ailleurs à petite touche et avec beaucoup de subtilité, l'horreur cosmique, l'horreur Lovecraftienne se manifeste dans justement le cadre d'une ferme de la Nouvelle-Angleterre et cette nouvelle laisse laisser des visions encore très frappantes. Il y a un sens de la description dans cette nouvelle de l'installation d'une atmosphère qui est fantastique. Finalement, quasiment en fait commencer par prendre une nouvelle au hasard et plonger dans cet univers. J'ajouterai une dernière chose, c'est qu'en fait moi quand j'avais découvert Lovecraft, la première émotion que j'avais ressentie, parce que le mécanisme fonctionnait bien, c'est à la lecture de certaines nouvelles, c'était la peur en fait. C'est vraiment une nouvelle que j'ai lue seul le soir, ça me faisait très peur. Et puis quand il m'arrive de relire Lovecraft, c'est plus cette émotion qui domine, c'est la joie de retrouver en fait cet univers familier. Enfin, je retrouve de vieux amis avec Cthulhu. Voilà, comment ça va Cthulhu? Ça fait longtemps qu'on s'était pas revu. Je retrouve l'écriture particulière de Lovecraft et puis cet univers qui a malgré ce qu'il aborde une telle cohérence et une telle richesse, et il y a ce plaisir aussi chez Lovecraft qui est un plaisir purement imaginaire qui illustre la puissance de l'imaginaire. Alors voilà, j'ai cité quelques titres de nouvelles, mais il n'y en a pas une que je conseillerais en particulier. La plus connue, l'appel de Cthulhu, la couleur tombée du ciel que je citais tout à l'heure, et la musique d'Eric Zahn est aussi une petite nouvelle macabre qui est parfaitement construite et qui est superbe, ou Herbert West, réanimateur, qui est plus drôle. Laurent Gaillard, vous évoquez le mythe de Cthulhu, c'est probablement le mythe le plus connu de l'univers Lovecraftien. Pourriez-vous nous résumer un peu l'esprit d'abord de cette nouvelle et ensuite de l'univers qui va se développer autour de ça? Alors, sans raconter toute l'histoire. Alors le premier mystère alors c'est la nouvelle donc a été publiée en 1926, l'appel de Cthulhu, qui est sans doute la plus connue de Lovecraft. Le premier mystère de l'appel de Cthulhu, c'est la manière dont on prononce Cthulhu, puisque moi je prononce Cthulhu, mais des purs Lovecraftiens me diraient peut-être que je prononce mal. J'ai entendu toutes sortes de prononciations, Cthulhu, enfin. Alors, quelle est l'histoire? Ce qui est intéressant dans cette nouvelle, c'est que on découvre à nouveau l'histoire à travers la relation qu'en fait un personnage à travers un journal qui découvre je crois, il me semble que c'est un archéologue ou un antiquaire qui tombe sur découvre une sorte de statuette dont il n'arrive pas à dater, en tout cas une statuette absolument horrible qui représente une sorte de divinité antique qu'il n'arrive pas non plus à dater. Et puis la découverte de cette statuette le met sur la piste de textes. Alors il y a toujours chez Lovecraft, c'est ça qui est fantastique, il se nomme des livres scientifiques ou archéologiques qui existent vraiment,
et il mêle cette bibliographie à une bibliographie complètement imaginaire, faite de livres interdits, perdus, le célèbre Necronomicon. Donc alors cet antiquaire ou archéologue qui trouve cette statuette va trouver un peu plus d'indices en consultant les ouvrages interdits ou les ouvrages, les quelques exemplaires qu'il arrive à trouver en bibliothèque, c'est évidemment la bibliothèque de la Miskatonic University à Arkham, et il va découvrir qu'en fait cet objet le met sur la piste d'une cité engloutie qui se situe. Alors c'est intéressant parce que là encore, en fait, il y a des mordus de Lovecraft qui vont essayer de savoir où, en fait, dans la nouvelle, la cité engloutie se situerait dans notre monde, et en fait, elle se situerait dans l'océan Pacifique, pas si loin de ce qu'on appelle le point Nemo, qui est en fait le point qui représente le point sur le globe le plus éloigné de toute côte terrestre. Alors, je sais pas si Lovecraft y avait pensé, en fait, quand il a écrit ses nouvelles. Et donc, évidemment, ce personnage de la nouvelle va prendre part à une expédition pour se rendre à la cité engloutie. Et ben, je ne livre pas la fin de la nouvelle parce que, évidemment, ça serait un peu gâcher le plaisir des lecteurs qui pourraient vouloir lire l'appel de Cthulhu. Mais bon, chez Lovecraft, en général, ça se passe pas très bien. Alors, il nous reste le temps d'une dernière question, et je m'en voudrais de ne pas vous la poser. Elle est plus large, mais tout dans votre propos m'y conduit. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a, à travers l'imaginaire de Lovecraft, à travers les nombreux livres, nombreuses nouvelles, pardonnez-moi, que vous nous avez présentées, à travers les thèmes qui l'habitent, est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a quelque chose comme une philosophie Lovecraftienne, une forme de vision du monde propre à Lovecraft? C'est-à-dire, au-delà oui, de... Si on dénude les mythes qui l'habitent de leur côté fantastique, est-ce qu'on n'a pas finalement une philosophie qui se révèle à travers ça? Oui, tout à fait. Il y a une philosophie Lovecraftienne, il y a une vision du monde Lovecraftienne qui est tout de même celle d'un rationaliste. Alors c'est ça le paradoxe, c'est un rationaliste qui accorde une énorme place à la psyché onirique, au rêve, mais Lovecraft reste un rationaliste, est un rationaliste athée. C'est un rationaliste athée qui s'intéresse énormément à la science depuis le plus jeune âge. Ce n'est pas d'ailleurs la science en soi qu'il critique dans ses nouvelles. Ce qu'il critique, c'est ce à quoi la science peut nous amener, ce qu'elle peut nous amener en fait à découvrir malgré nous, voir les catastrophes qu'elle peut provoquer. Donc Lovecraft accorde une très grande finalement puissance et importance à l'esprit humain, à ses réalisations et aux découvertes qu'il peut faire. Il y a aussi tout de même chez Lovecraft une certaine frayeur vis-à-vis de l'humain lui-même, en fait, de ce dont l'être humain est capable, même si, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas un être asocial, il a une vie sociale assez développée, mais malgré tout, j'évoquais tout à l'heure les accusations de racisme qui peuvent être fondées d'ailleurs à la description, en fait, comment dire, dans certaines descriptions qu'il fait dans ses nouvelles, mais de la même manière, je disais, quand il décrit certaines populations de la Nouvelle-Angleterre, du fin fond de la Nouvelle-Angleterre, c'est pas très tendre non plus. De manière générale, Lovecraft n'est pas forcément très tendre avec l'être humain en général, en fait. Houellebecq avait eu une bonne formule dans le livre qu'il a écrit sur Lovecraft. Ce n'est pas l'étranger que Lovecraft déteste, c'est la vie. Bon, alors c'est un peu caricatural aussi, mais même si c'est bien tourné, parce qu'il y a une certaine admiration, même qui voisine avec une certaine crainte chez Lovecraft, vis-à-vis de l'être humain, de ce que l'être humain est capable de réaliser, dans ce qu'il a de plus fantastique, comme dans ce qu'il a de plus effrayant. D'ailleurs, on n'a pas le temps de l'évoquer ici, mais Lovecraft n'était pas un militant politique, mais il a quand même, dans sa correspondance, il évoque son parcours politique, et il a un parcours politique intéressant. Au départ, c'est un conservateur très immobiliste. À la fin de sa vie, il supporte Roosevelt, pour lequel il va même voter, donc il évolue beaucoup en fait. Donc c'est quelqu'un qui croit en la puissance de l'être humain, de l'homme, et que la puissance de l'être humain, de l'homme, effraie. Quelqu'un qui croit en la science et que la puissance de la science effraie. Et en ça, c'est vrai que Jacques Berger, que je citais au tout début de cet entretien, a raison. C'est pas un écrivain fantastique, c'est un écrivain réaliste. Il décrit, même s'il fait appel à tout un bestiaire extraterrestre effrayant, eh bien, il décrit en quelque sorte, mais sa fantasmagorie, elle décrit ce que
les prodiges ou les horreurs en fait qui peuvent nous attendre au détour de la physique quantique ou des différentes avancées de la science. Alors Laurent Gaillard, je vous remercie infiniment pour votre passage aux Idées mènent le monde et j'invite nos auditeurs à se tourner vers les nouvelles que vous nous suggérez. Merci encore, merci infiniment. Merci à vous. Chers auditeurs des Idées mènent le monde, vous pouvez faire connaître le balado sur vos réseaux sociaux en partageant les épisodes que vous aimez. Cela nous donne à chaque fois un fier coup de main pour faire découvrir le balado. Ainsi, si vous écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, laissez-nous un commentaire. C'est encore une fois un geste qui nous permet de faire connaître la série au plus grand nombre. Merci à vous d'être à l'écoute. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez également lire mes chroniques chaque mardi, mercredi, jeudi et samedi dans le Journal de Montréal. Et chaque semaine, vous pouvez me suivre à la Joute à TVA. Animation et recherche, Mathieu Bock-Côté. Réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Une production Cube Radio.